Hay muchos, llévatela, ya me la darás. Nous sommes tout à fait dans la problématique de l'immigration, de l'intégration, etc. Et je pense que c'est aussi, déjà récemment, nous sommes vus à l'ambassade. Acerca más el micrófono. Oui. Je disais que récemment, nous sommes vus à l'ambassade pour une signature d'accord. Je crois que c'était le conseiller d'emploi de l'ambassade, je savais ici, de Avignon, mon compagnon de Fatigas. Et je crois que bon, le rendez-vous de l'autre jour avait une dimension symbolique importante. Moi, précisément, là j'ai le livre sur l'Espagne que je vais lire avec énormément d'intérêt. C'est grâce à Gabriel et à la facette que j'ai connu cette problématique, qui est une problématique qui visualise très bien ce qu'est l'histoire des successives émigrations économiques en France, entrecroisées avec les successifs exils politiques en France. Donc, cette maison où nous nous trouvons, l'Institut Cervantes, veut être un lieu de rencontre pour toutes les personnes qui vivent cette problématique, qui vivent en tant que sujet de la problématique, en tant qu'acteurs, en tant qu'exilés ou émigrés, fils d'émigrés ou d'exilés. Parfois, les émigrés sont à la fois des exilés. C'est deux catégories qui se recoupent, enfin, qui se superposent. Ou petits-fils. Enfin, en général, c'est une problématique, ici, nous la voyons, je l'ai déjà vu 2 fois, avec la remise de prix aux élèves qui sont des fils et petits-fils d'émigrés. C'est une problématique qui intéresse tous les acteurs, mais qui intéresse aussi des personnes qui, parfois, sont aussi des personnes qui sont familialement impliquées dans l'histoire, mais qui font l'histoire aussi. Donc, je crois que ce rendez-vous d'aujourd'hui est aussi un rendez-vous pour les historiens. Question. Je crois que le projet Sauvegarder la mémoire de l'immigration de la FACEF est un projet très important dans le sens qu'il met toute la carne en asador, toute la chair sur le grill, pour approfondir cette mémoire. Donc, le travail de chercher les personnes, de les interviewer, de les photographier, de présenter dans la web une espèce de carte, disons, un peu des lieux et des acteurs, tout ça me semble extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi un projet qui est celui de Cervantes, que j'ai trouvé déjà ici installé, que je continue évidemment, qui est le projet de Ruta Cervantes, qui est limité à la partie principalement culturelle, artistique, littéraire, mais où il y a aussi une route de la Nueve. Donc, il y a aussi une route de la Révolution française avec les Espagnols. Donc, il y a aussi la partie historique et il pourra y avoir d'autres faits. Pour ma part, simplement, vous donner la bienvenue dans ce sens et passer la parole à Antonio, je vous donne ici la plus cordiale bienvenue, et vous dire que nous sommes à votre disposition. Et je pense que dans notre propre programme d'activité ici, vous savez que tout cela a sa place, donc toutes les choses qui viennent de votre côté sont les bienvenues, parce que c'est très important pour l'Institut Cervantes et pour l'Espagne de savoir que cette émigration et cet exil ont été très importants pour l'Espagne, ont été très importants pour la démocratie en Espagne, ont été très importants pour la France aussi, avec des événements comme la libération de Paris. Lynn Mesquida me rappelait que l'année prochaine, c'est effectivement le 70e anniversaire de cette libération par la Nueve, enfin avec la Nueve. Donc tout ça est une problématique qui va nous retrouver, on va se retrouver souvent sur ce sujet-là. Et bon, je félicite la FACEF pour l'initiative, et Gabriel sait, et Antonio sait aussi que je collabore volontiers aussi à niveau personnel avec votre travail. Gracias, Juan Manuel. Bien. Buenas tardes, bonsoir. Por encontrarnos en París y con invitados que no comparten todavía nuestra lengua, me permitirán ustedes que dirija mis breves palabras en la lengua de Molière, aunque nos encontremos en este instituto que lleva por nombre el de uno
uno de los más insignes representantes de la lengua y la cultura española, Miguel de Cervantes. Don Miguel seguro que lo aprobaría. Bonsoir, donc à toutes et à tous, et merci de votre présence ce soir parmi nous. La présentation de mémoire entièrement dédiée au projet Lieu de mémoire et de l'histoire de l'immigration et de l'exil espagnol en Île-de-France, sur lequel la FACET travaille depuis 12 ans. Le site que nous présentons aujourd'hui est une nouvelle étape dans notre projet de création d'un centre virtuel de mémoire de l'immigration et de l'exil des Espagnols en France. Et il permet de rendre visible le très important travail de recherche que nous avons accompli. Dans cette nouvelle étape, et pour ce qui est de la réalisation du site lui-même, nous devons remercier la collaboration de l'association Jardin Numérique, dans cette nouvelle étape, et pour ce qui est de la réalisation du site lui-même, nous devons remercier la collaboration de l'association Jardin Numérique, qui est aujourd'hui représentée par son président, José Am, et plusieurs de ses collaborateurs qui interviendront plus tard. L'objectif de la FACET, à travers ce site, est de mettre à disposition du grand public, mais également des étudiants universitaires et chercheurs, un catalogue virtuel qui a pour ambition de mettre en lumière, les réalités historiques et sociales des immigrés espagnols qui sont venus s'installer en France au cours du XXe siècle. En présentant les lieux associés à leur vie quotidienne, culturelle, associative et politique, ainsi que leur expérience d'exil et d'immigration. Moi, je vous laisse avec les auteurs de ce travail pour qu'ils vous en parlent plus en détail. Cependant, j'en profite pour saluer et remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont généreusement contribué à la réalisation de ce projet. Et en acceptant de nous livrer leurs souvenirs à travers des témoignages passionnants, en mettant à notre disposition leur archive privée et familiale, et en participant à la rédaction de certains des articles. Un grand merci à Juan Manuel Bonet, qui non seulement nous a prêté à nouveau cet auditorium, mais qui a écrit un magnifique article sur les milieux artistiques et intellectuels espagnols en Paris. Un grand merci également à tous nos financiateurs, parmi lesquels je dois citer le Conseil régional de l'Île-de-France, le Conseil général de Seine-Saint-Denis, la mairie de Saint-Denis, la direction de l'accueil et de l'intégration de la citoyenneté du ministère de l'Intérieur, la direction générale de migration du ministère d'Emploi et Sécurité sociale espagnol, la banque CIC Iberbank, enfin, et surtout un grand merci à tous ces émigrés et exilés qui sont les vrais acteurs de ces lieux. C'est à eux qui les ont créés, ont transformé en lieu de mémoire et en lieu d'histoire que nous rendons hommage aujourd'hui. Merci à tous. Bonsoir, je m'exprimerai en français. Si je devais m'exprimer en espagnol, on devrait se revoir dans quelques années puisque je ne parle pas du tout espagnol.
Donc voilà, je vais essayer d'être court et rapide pour qu'on puisse passer au cœur du sujet. Je suis Jean-Barthélemy Debost et je travaille au musée de l'histoire de l'immigration. Et vous avez bien voulu m'inviter parce qu'effectivement le travail qu'a mené la FACEF dans ce répertoire de mémoire immigrée est en résonance totale avec le travail mené au sein du musée de l'histoire de l'immigration. Dans un précédent travail, j'ai eu souvent l'occasion de fréquenter la petite Espagne entre Aubervilliers et Saint-Denis. J'étais extrêmement frappé par la puissance de la rénovation urbaine en cours sur ce territoire. Les immeubles nouveaux, à chaque nouvelle visite, de nouvelles maisons, de nouvelles rues, de nouveaux immeubles, de nouvelles écoles, s'élevaient sur ce territoire. Et toutes ces nouvelles constructions étaient autant d'effacements de constructions précédentes qui, lorsque j'avais eu l'occasion de les voir, témoignaient de savoir-faire, de style d'architecture, d'usage de matériaux industriels qui, à leur mesure, racontaient l'histoire, des savoir-faire, l'inventivité, la vie quotidienne de la population espagnole qui y avait construit ces maisons et qui avait vécu. Des maisons avec des patios, des maisons avec des coursives, des maisons avec des escaliers extérieurs, tout élément d'architecture qui n'a rien à voir avec l'architecture traditionnelle d'Île-de-France. Une architecture qui venait d'ailleurs, qui venait d'Espagne. La rénovation urbaine, l'effacement de ces éléments, c'était en partie des bouts d'histoire de l'immigration espagnole qui disparaissaient. Et donc le projet de la FACEF, s'attachant à préserver, à recueillir et à valoriser les témoignages des immigrés espagnols, des anciens habitants ou des habitants de ce territoire, et au contraire d'un effacement, permet l'écriture de cette histoire, d'une juste histoire de France qui intègre l'histoire de l'immigration. Ce que j'espère, c'est que ce projet, qui n'est plus un projet, qui est une réalité depuis ce soir, que cette réalité puisse être mise en écho avec les projets du Musée de l'Histoire de France, parce que finalement nous avons la même mission, celle de connaître et de reconnaître l'histoire de l'immigration, des immigrations en France. Merci. Oui, là, on va faire la suite, donc on va appeler Natacha Lio, Lola Bateau, sur le patrimoine. Vous me permettrez toutefois, même si je sais que la plupart d'entre vous connaissent bien cette histoire, mais de faire quelques rappels historiques sur l'importance que la communauté espagnole a eue tout au long du XXe siècle dans ce pays. Vous voyez avec les statistiques qu'on vous donne, déjà en 1901, donc c'est loin, très loin, il y avait déjà 80 000 Espagnols, ce qui était un nombre très considérable compte tenu de la population en France, qui était autour de 40 millions d'habitants, alors qu'aujourd'hui on est à peu près 65-66. Voilà un peu l'évolution. Donc tout au long de cette histoire, il y a eu plusieurs vagues migratoires. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de l'émigration espagnole. Il y a eu l'émigration avant, au début du siècle, avant le premier tiers, l'exil politique suite à la guerre d'Espagne, et puis ensuite, bien entendu, la vague migratoire des années, la vague migratoire dite économique des années 50-60. Et aujourd'hui, on nous trouve depuis 2008, il y a certainement peut-être, on ne sait pas, une nouvelle vague qui arrive. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, deux mots sur la FACEF. La FACEF est née en 1991 de la fusion de deux fédérations qui, lui, préexistaient. La première, la FAEF, qui, elle, avait été créée en 1968. Et la deuxième, l'AFEF, l'Association de parents de familles émigrées espagnoles en France, née en 1975. Enfin, en tout, formellement, même si le mouvement des associations de parents de famille
avait commencé à germer quelques temps auparavant. Encore aujourd'hui, la FACEF regroupe 95 associations et centres culturels espagnols, donc 16 en région parisienne, c'est un nombre important. Un trait caractéristique, c'est que si la plupart de ces associations sont issues de l'immigration dite économique des années 50-60, certaines d'entre elles, pour n'en citer que deux, le Hogar de los Españoles, le foyer des Espagnols, nous a fait l'honneur d'être parmi nous, a été créé en 1947. C'est une particularité aussi, c'est que l'un des fondateurs a été Max Granel, l'un des soldats qui est arrivé avec la maison qui a été servi en 1945. Donc la FACEF est une association créée, association d'éducation populaire, et qui est l'entretien en partenariat. Ces champs d'action sont très élargis, donc nous ne faisons pas que de l'histoire de la mémoire. Nous travaillons sur les aspects de transmission intergénérationnelle, et notamment tout ce qui concerne la promotion de l'apprentissage de la langue et de la culture aux enfants et petits-enfants d'immigrés, tout ce qui est attrait à la promotion de la vie associative et de la citoyenneté, les luttes contre les discriminations, la question de l'égalité femmes-hommes, la question très importante du redressement des populations immigrées est intimement liée justement au travail de la mémoire et de l'histoire, comme on verra tout à l'heure, et bien entendu la sauvegarde de la mémoire et du patrimoine. Alors, pour aller vite aussi, il faut que... migratoire. Il faut se rappeler que bien souvent, dans certains milieux, quand on parlait des Espagnols en France, certains ne voyaient que l'exil politique. Alors ce qui faisait que tous les gens qui étaient arrivés, on a vu qu'ils étaient nombreux avant la guerre d'Espagne, ou tous ceux qui étaient arrivés après la guerre d'Espagne dans les années 50-60, et qui finalement, même si on dit que c'était des immigrés économiques, il y avait quand même une raison politique, un fond politique à cette immigration. Donc voilà la raison fondamentale pour laquelle on travaille. Donc c'est reconnaître qu'on valorise ces différentes migrations, qu'on valorise l'apport qu'ils ont eu en termes économiques, mais aussi culturels et politiques et citoyens, aussi bien à la France qu'à l'Espagne. Et tout ça, pourquoi ? Parce que il nous semble important de contribuer aussi un petit peu à changer les réalités sociales d'aujourd'hui, parce qu'on trouve que dans cette société, il y a des choses à faire bouger. Voilà, au-delà des aspects symboliques, il y a en fait une question de reconnaissance de droits, reconnaissance des droits sociaux, culturels, civiques. Voilà, tous ces droits-là. Comme je le disais tout à l'heure, qu'il y avait un lien, par exemple, avec la question du vieillissement. Ce lien, c'est tout simplement la question des retraites. Voilà. C'est important que aussi bien l'Espagne que la France reconnaissent le travail qu'ont effectué les immigrés espagnols, les raisons pour lesquelles ils sont venus, les conditions dans lesquelles ils sont venus dans ce pays, ceux qui sont apportés comme contribution au développement économique du pays, pour qu'enfin on leur reconnaisse non pas des privilèges, mais on leur reconnaisse simplement leur droit à toucher une retraite, à la retraite qu'ils ont méritée. Voilà, si vous voulez, en quelques mots, pourquoi on fait ce travail de mémoire. Bien entendu, ça, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Ce travail, la FACEF l'effectue depuis le début des années 80, de différentes manières. L'une d'entre elles, par exemple, ça a été déjà des années 80, 86, proposé par exemple à la vente du siège qui était le centre d'accueil des immigrés espagnols
qui avait été mis en vente par le gouvernement espagnol, ou agir pour que le Collège d'Espagne de la Cité universitaire internationale de Paris soit réouvert, qui était fermé à l'époque. Mais ça peut aussi aller à toute une action qui a démarré en 1987, donc ça date déjà un petit peu, pour sauvegarder le patrimoine espagnol de la plaine Saint-Denis, et donc Charles-Barthélemy de Bos nous vient de parler. Cette action démarre en 1987, elle n'est pas finie, mais là on commence à toucher un petit peu au bout, parce que effectivement, comme il a rappelé la semaine dernière, il a été signé un accord entre l'État espagnol, le ministère des Affaires étrangères et la mission d'Espagne de la région parisienne pour réhabiliter le théâtre qui est l'une des parties importantes de ce patrimoine. Mais il y a eu beaucoup d'autres choses, comme en 1995, la signature d'un accord entre la FACEP et la Fundación Primero de Mayo de Madrid, qui a permis de sauver des dizaines de milliers de documents associatifs, notamment ceux qui provenaient de l'ancienne FAEF et de l'ancienne ACFEF, qui sont partis en la crise, qui ont été catalogués, qui ont été numérisés et maintenant qui ont été mis à la disposition de tous ceux qui s'intéressent à ces questions aujourd'hui, qui s'intéresseront demain. Mais 1995, ça a été aussi une année charnière, dans la mesure où ça a été la première fois que la FACEP s'est engagée dans le travail de mémoire des républicains espagnols. Voilà, 1995, vous le savez, c'est une année dans laquelle on célébrait le 50e anniversaire de la Libération. Et à cette époque-là encore, l'historiographie française passait sous silence la contribution des étrangers en général à la résistance et à la libération. Les étrangers en général et les Espagnols en particulier, pour ceux qui le concernent. C'est pour ça qu'on a voulu donner la parole aux acteurs et aux témoins de ces événements avant qu'ils ne disparaissent pour les questions d'âge, de vieillesse. Et justement, dans ce même lieu, dans ce même auditorium, nous avons organisé un colloque sur la contribution des Espagnols à la résistance et à la libération de la France, qui a donné lieu un an plus tard à la publication d'un livre, Memorias del Olvido. Voilà, là j'étais trop vite. Alors, voilà, donc en 1996, nous avons commencé à constituer un fonds d'archives audiovisuelles avec justement la parole de ces anciens républicains. Nous avons fait 16 entretiens à des acteurs clés, à des acteurs essentiels, et ce fonds d'archives a été déposé à la BDIC, qui est la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine de l'Université de Paris 10, et qui est consultable, qui est en ligne, et voilà. En 1997, suite à cette action, on a commencé à émerger aussi une parole qui, jusqu'à présent, semblait avoir été silencieuse, et qui était celle de la deuxième génération de filiation républicaine, c'est-à-dire des enfants de ces républicains-là, et qui jusqu'à présent, ils n'avaient pas pris la parole, on ne leur avait pas donné, ils n'avaient pas demandé, mais en tout état de cause, ils ne s'étaient pas exprimés. Donc voilà, ça c'est une action, je pense, aussi importante. De ces actions-là, et pour la petite anecdote, je tiens à dire que là très récemment, Paco Roca vient de publier une bande dessinée en Espagne sur la participation des Espagnols à la libération de la France et à la libération de Paris. Paco Roca raconte dans un entretien qui lui a été fait par un journal espagnol qu'en fait cette idée d'écrire lui est venue parce qu'il avait assisté à la présentation du livre d'Evelyne Mesquida sur la Nueve, Evelyne Mesquida qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Et Evelyne Mesquida, donc à son tour, nous a rappelé à plusieurs reprises qu'en fait, l'idée de travailler sur la Nueve était venue justement en 1995, lorsque la FACEP avait organisé ce colloque sur le républicain espagnol. Donc vous voyez, on fait des choses qui, sur le coup, ça n'a pas l'air tellement important, mais qui, petit à petit, commencent à enclencher un mouvement. Bon, je pourrais vous citer, vous voyez, il y a un tas de choses, je ne vais pas les citer toutes parce que ça serait trop long, je prendrais plus de temps que prévu.
mais dire peut-être enfin que la FACEF a été l'une des associations qui a été très active lors de la création de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, qui est devenue le musée de l'histoire, non pas de la France, mais de l'histoire de l'immigration. Mais bon, il y a un petit lapsus qui est peut-être révélateur, et que depuis très longtemps, je tenais à le citer aussi, nous sommes partenaires très actifs d'une association, je voulais citer, qui est l'association Chénérique, qui était une association extrêmement professionnelle, qui travaille sur les questions de mémoire et d'histoire depuis 1987, histoire et mémoire de l'immigration en général, et nous sommes très contents de collaborer avec eux, de leur apporter tous nos fonds d'archives à cette association, et notamment dans le cadre de leur projet Odysseo, dont on vous parlera une autre occasion, parce que je n'ai pas le temps. Je remercie Titen qui est parmi nous en représentation aussi. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, et je vais passer tout de suite la parole à Natacha, qui nous a fait aussi l'honneur d'accepter la direction scientifique de ce projet, pour qu'il nous explique un peu comment ça s'est déroulé. Merci. Voilà, donc moi je suis là en tant que directrice scientifique du projet, donc à débarder dans la directrice scientifique. Je voulais dire que par rapport à toute cette histoire dont a parlé Gabriel, moi j'ai commencé à me rapprocher à peu près vers 95 justement, puisque c'est là que j'ai commencé ma thèse sur la petite Espagne, à connaître la facette. J'étais au colloque, pas sur la Résistance, mais le suivant. Donc bon, je ne vais pas revenir du tout sur ce qui est plutôt ma spécialité, c'est-à-dire l'histoire de l'exil et de l'immigration espagnole. Gabriel a fait un petit rappel. Et juste parler un tout petit peu sur l'élaboration de ce site, comment on en est arrivé là aujourd'hui. Voilà. Donc en gros, ça a commencé en juin 2012, par l'organisation d'une journée d'études regroupant différents acteurs et partenaires du projet, où on a défini un peu d'abord scientifiquement, puis ce que ça pouvait être dans la réalité, le concept de lieu de mémoire, de patrimoine matériel et immatériel. À la suite de ça a été constitué un comité de pilotage de 10 membres qui s'est réuni en gros à 6-7 reprises entre septembre 2012 et novembre de cette année. Donc ce que je tiens à dire sur ce comité, outre Gabriel comme directeur de la FACEF, et Evelyne Ribert, une collègue sociologue qui apparemment n'est pas là aujourd'hui. Ah, pardon. Et moi-même, qui étions en gros les vieux de la bande, on a vraiment travaillé avec des jeunes gens appartenant à un champ vaste des sciences sociales, puisqu'il y avait des historiens, philosophes, anthropologues, et ça a permis, ce sang neuf a permis des échanges très fructueux et a permis un travail, parce que c'est vrai qu'à une époque, les gens qui travaillaient, en gros, moi j'étais la plus jeune des gens qui travaillaient sur l'immigration espagnole, et je viens d'avoir 48 ans, donc ça a manqué un peu. Donc là, ça a été vraiment, vraiment bien. Donc, selon les périodes, il y a différentes personnes qui ont travaillé à la FACEF, puisqu'il y a aussi des permanents. Donc, nous avons Lola, dans ce cas-là, avec nous. Et nous avons aussi travaillé dans ce comité de pilotage. Il y avait donc Tatiana Sagatini, qui n'est pas là aujourd'hui, de Générique, dont Gabriel vient de parler. Et sinon, nous avons travaillé avec des collaborateurs ponctuels, comme Juan-Manuel Bonet, qui est là, comme Evelyne, donc l'Hospital de la Noël. Donc d'abord, l'idée, ça a été de recenser un peu tout ce qui existait en termes de recherche universitaire sur l'histoire des Espagnols en Île-de-France. Il n'y a pas grand-chose, donc ça a été assez vidu. Et après, de commencer par des entretiens exploratoires avec les acteurs, c'est-à-dire des gens qui avaient appartenu encore pour quelques-uns à l'immigration des années 20 et 30, à l'exil et à la grande vague migratoire économique, mais qui est souvent politico-économique, de la période 60-70. Donc, et là, l'idée dès le départ, ça n'a pas été de faire quelque chose de désincarné, d'universitaire qui se font plaisir, du tout, puisque l'histoire, c'était de lier avec ce milieu associatif dont a parlé Gabriel, un milieu riche, et riche notamment des individus qui le composent. Donc ça a été vraiment, et l'idée, ça a été de faire coïncider l'histoire, avec une rigueur historique, mais également la mémoire. Et là, on va voir comment la mémoire, justement, ça s'est manifesté, notamment à travers les entretiens cliniques. Donc, à partir de ça, les lectures plus les entretiens, a été effectué un recensement et une classification des lieux de mémoire de l'immigration espagnole à Paris en Île-de-France. Pour être honnête, pour l'instant, vous le verrez,
c'est à Paris et en Seine-Saint-Denis. Il n'y a pas l'Île-de-France à part. Bon, ça va arriver, mais pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait entier à ce niveau-là. Donc, il y a eu des croisements de différentes sources, il y a eu des recherches en archives, et finalement, au fur et à mesure que les recherches s'effectuaient, qu'on se réunissait, on a défini donc 4 grands thèmes. Donc, la vie quotidienne, la vie culturelle, la vie associative et l'action politique et citoyenne. Et vous verrez tout à l'heure dans la présentation que donc, chacun de ces thèmes se décline. Par exemple, la vie quotidienne, on va trouver des choses sur le logement, des choses sur l'agence Balstel par laquelle les gens passaient pour aller en Espagne. Bon, la vie, donc ça, voilà, donc c'est les 4 grands thèmes. Au départ, on en avait un 5e qui était plus sur les institutions. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était pas, on n'en avait pas assez de choses dedans. Donc voilà. Donc, vous verrez dans l'architecture du site, chacun de ces thèmes est introduit par un chapeau général. Il y a aussi une introduction générale et après on rentre dans les articles. Donc le corps un peu, en tout cas pour le rédactionnel, donc ce sont une série d'articles, il y en a plus de 70 à ce jour, je ne sais plus trop, 70, 72, donc, qui ont été rédigés donc, à partir de ce travail. Et sinon, quelque chose qui est très précieux aussi, il y a eu 16 entretiens individuels réalisés à ce jour, avec des personnes qui ont vécu l'immigration, l'exil, et ça correspond à nouveau à des périodes et à des lieux très différents. Donc là, il y a vraiment une polyphonie, on voit différentes choses. Je pense par exemple au Padre Chueca, qui est un père claretin qui a exercé, je sais pas si on peut exercer pour les prêtres, enfin, qui a été prêtre à la mission de la rue de la Pompe et au patronat Toassani, qui est arrivé à Paris en 1949, à Lucio Turia, qui est un réfugié anarchiste de 1939, et à des membres de l'immigration culturelle, comme, qui sont venus pour des raisons culturelles, comme par Manuel Bonnet ou Ramon Chat. Par ailleurs, il y a également eu la réalisation d'un reportage photographique avec Jardin Numérique, et enfin la conception du site web en tant que tel. Donc, je voulais réinsister sur le fait que l'ambiance de travail a été très chaleureuse, ça s'est vraiment bien passé, les allers-retours entre le comité de pilotage et l'équipe de travail, quel qu'il soit déjà. Et bon, le résultat, à ce jour, c'est un beau site web, mais qu'il est appelé à être enrichi. C'est vraiment une première étape. Là, l'idée, c'est que les gens qui vont sur ce site puissent nous apporter des photos, nous apporter des témoignages, dire, bah voilà, dans telle fiche, vous dites ça, mais moi, je ne suis pas forcément d'accord, ou il manque des choses. Je pense que l'idée, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ce site, il faut vraiment que le plus grand nombre s'en empare, tant dans la communauté espagnole que aussi dans les gens qui font de la recherche sur le sujet, et que ce site avance. Et l'idée, c'est qu'il va avancer avec la collaboration toujours de la FACEC, du Jardin Numérique, et qu'on va partir apparemment vers un projet plus lent de centre virtuel qui ne sera pas simplement ce petit, pour l'instant, région partie. Voilà, je passe la parole à Lola et à Pierre, c'est ça? Voilà, donc, vous voyez bien. Internet Memorias, donc entièrement consacré au projet Lieu de mémoire et d'histoire de l'immigration de l'exil espagnol en Île-de-France, donc réalisé par la FACEF en collaboration avec l'association Jardin Numérique. Donc nous allons désormais procéder, Pierre Missry, qui est chef de projet web de Jardin Numérique, et moi-même, à une présentation plus technique, entre guillemets, du site internet, en commençant par une brève visite de la page d'accueil. Et nous vous proposerons par la suite une navigation commentée à travers les différents contenus du site. Donc on va premièrement commencer avec la partie haute du site, donc ce qu'on appelle l'entête, donc avec le titre du projet, donc le titre Memorias, lieu de mémoire et d'histoire de l'immigration de l'exil espagnol en Île-de-France. Donc ensuite, vous pouvez voir en dessous du titre une barre de menu. Donc barre de menu au-dessus du diaporama qui permet également un accès aux articles par thématique et sous-thématique, ainsi qu'un accès aux rubriques le projet, médiathèque, index et contact. Donc le diaporama interactif, donc ce qui saute le plus aux yeux entre guillemets lorsqu'on se penche un petit peu sur la page d'accueil du site. Donc le diaporama interactif qui permet en premier lieu une visualisation des 4 grandes rubriques thématiques dont nous avons parlé précédemment, donc la vie quotidienne, culturelle, associative et l'action politique et syndicale, elle-même subdivisée en 14 sous-thématiques que nous verrons par la suite. Donc,
la barre de menu, la barre de menu, on vient de la voir, oui, donc le diaporama interactif permet, pardon, excusez-moi, j'ai vu. Donc au-dessus de cette barre de menu s'affiche un article d'introduction à l'histoire de l'immigration espagnole en Île-de-France. Donc article rédigé par Natacha Lillo que nous venons à l'instant d'écouter. Vous y accédez en cliquant sur le bouton lire la suite pour l'intégralité de l'article. Ensuite, des raccourcis vers les rubriques de la médiathèque sont également accessibles depuis la page d'accueil, galerie photo, entretien audiovisuel et visite virtuelle. Une cartographie permettant la géolocalisation des lieux de mémoire et d'histoire sur lesquels nous avons travaillé jusqu'à maintenant est également à votre disposition sur cette page. Et il me semble important de remarquer la focale de notre travail, comme l'a souligné auparavant Natacha, sur la ville de Paris et les départements de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine. Travail que nous allons être amenés à compléter en nous documentant de manière plus rigoureuse sur la mémoire des lieux qui composent les autres territoires de la région Île-de-France. Voilà, donc une page d'accueil qui est accessible aussi sur différents outils, comme les tablettes numériques et les smartphones. Donc la version plus complète sera accessible à partir de lundi prochain. Vous pourrez tester ça à partir de vos appareils. Donc une page d'accueil très simple, très colorée. C'est aussi un choix de la part de notre graphiste Jamal au Jardin numérique, et un choix qui a été validé par le comité de pilotage. Juste pour finir sur la page d'accueil, en bas à droite de la colonne de droite, la rubrique « Participer au projet ». Donc, à travers cette rubrique, la FACEF se donne pour objectif d'instaurer une dynamique participative afin de faire vivre ce projet qui nous semble encore loin d'être achevé. Donc, la FACEF invite le grand public et les universitaires à participer au projet en apportant leurs propres éléments de connaissance et leurs témoignages. Elle est également désireuse de continuer à s'engager dans la collecte de fonds documentaires, photos, vidéos et autres types de documents qui contribueront à la sauvegarde, à la valorisation et à la transmission de la mémoire de l'immigration espagnole en France. Alors on va commencer maintenant à regarder les éléments du menu, là. Donc oui, pour reprendre un petit peu la barre de menu. Donc premièrement, un premier onglet accueil qui permet de revenir sans arrêt, dès qu'on le désire en tout cas, vers la page d'accueil du site internet. Ensuite, une rubrique « Le projet » qui reprend, qui met à disposition divers articles présentant les activités de la FACEF, son équipe, la jeunesse du projet, lieu de mémoire et l'histoire d'immigration et d'idées espagnoles en Île-de-France, ainsi que l'article d'introduction à l'histoire de l'immigration espagnole que nous trouverons en page d'accueil. Ensuite, donc, vous pouvez avoir accès à travers la barre de menu aux différentes rubriques thématiques, donc vie quotidienne, culturelle, associative, action politique et syndicale, elles-mêmes subdivisées en sous-thématiques qui s'affichent lorsque l'on survole les intitulés thématiques et qui s'affichent via un menu déroulant. On va rentrer dans les rubriques, on va regarder les thématiques. On peut par exemple choisir la thématique donc, de la vie quotidienne dont Gabriel parlait tout à l'heure et sur lequel Lola a beaucoup travaillé. Donc oui, quand on survole donc finalement avec la souris l'intitulé de la rubrique, un menu déroulant s'affiche et présente une vue d'ensemble de la thématique, ainsi que les différentes sous-thématiques liées à la thématique vie quotidienne. Arrivée et logement, éducation et enseignement, administration espagnole, loisirs et services et vie religieuse, pour donner un exemple. On va choisir la thématique arrivée et logement, dans laquelle vous avez donc, comme le précisait Natacha, une introduction qui donc précise un petit peu le contexte de cette thématique générale, qui chapeaute d'autres sous-thématiques. Et donc là, on a un texte qui sera bien sûr traduit en espagnol. L'avantage de cet outil, donc en fait, quand vous arrivez dans une thématique, c'est de pouvoir visualiser très rapidement les 5 ou 6, soit sous-thématiques, sinon les articles qui sont dans une thématique, et de visualiser sous la forme, là aussi, d'un diaporama, dans lequel, bien sûr, on peut cliquer, de visualiser les différentes fiches, en fait, réalisées par public. Donc, par exemple, si on choisit la fiche de la petite Espagne, pour rester dans le sujet, il suffit de cliquer sur le titre, et vous avez tout de suite l'affichage de cette fiche, de cet article, qui, là, est d'abord présenté et illustré par un visuel, qui est souvent une photo, qui est une photo, en fait, non pas forcément panoramique, mais une photo, en fait, en mode paysage, qui, du coup, met le visiteur in situ. Qui essaie généralement, d'illustrer le lieu en tant que tel. Donc, quand c'est un lieu en tout cas physique, qui essaye de le mettre en valeur à travers une photo. Vous verrez par exemple des photos qui sont des photos de lieux qui existent encore. Sinon, vous verrez des photos anciennes récupérées grâce aux constructions, soit
soit des membres de la FACEF, soit des partenaires, sinon toute personne qui a bien voulu y participer, ou qu'on recevra peut-être à terme par Internet. Donc il s'agit de photos qui peuvent être aussi des photos d'anciens bâtiments, ou bien des photos de lieux quand il n'y a vraiment aucune trace architecturale des lieux. Donc une photo qui prend tout de suite la place, volontairement, aussi pour d'abord séduire l'œil et donner envie de lire le texte, mais aussi pour toucher un public qui parfois peut être plus jeune et être intéressé d'abord par l'aspect esthétique, pour ensuite, on l'espère, continuer à lire, et à lire quoi en l'occurrence? Le titre, la date et le texte. Donc un article contient finalement un titre et des dates indiquant la période importante pour l'histoire de l'immigration espagnole en Île-de-France, donc dates que vous pouvez retrouver dans la même barre de titre, mais légèrement décalée sur la droite. Donc l'article contient aussi une notice historiographique qui retrace l'histoire du lieu, sa création, son contexte, le contexte socio-historique du lieu, son actualité ou bien sa disparition, si jamais aussi il a disparu. Donc un gros travail a été fait notamment par Lola et par les membres de l'équipe avec la caution, historique en tout cas de Natacha, c'est-à-dire sur les chapeaux, en fait, les textes qui précèdent le texte entier, sur ces chapeaux, ces accroches, qui ne sont pas uniquement des accroches, mais vraiment une synthèse très rapide, une synthèse qui d'ailleurs génère des mots-clés que les moteurs de recherche peuvent reprendre. Et dans cette synthèse, l'intérêt de ces synthèses qui sont ce petit paragraphe en caractère gras, ces synthèses permettent d'abord de lire en une fois de quoi parle l'article, de quoi parle la fiche. On va voir si ça intéresse bien sûr, si ça nous intéresse, mais aussi permettre, on l'a vu, à des personnes de lire une première fois, de regarder d'abord ce texte, puis de se dire qu'elles vont revenir une seconde fois et s'accorder plus de temps à lire cette fois-ci l'ensemble du texte et de faire défiler la page, etc. Donc c'est d'abord une introduction, mais c'est plutôt un chapeau au niveau éditorial qui permet de donner envie. C'est une accroche qui donne envie au lecteur soit de continuer, soit de revenir vers le texte. En pied de page de l'article, des références sont également disponibles, donc des références bibliographiques, des références une cytographie, ou bien des références liées aux entretiens exploratoires ou audiovisuels réalisés dans le cadre du projet. Concrètement, ça peut être par exemple des références bibliographiques simples, ça peut être aussi des liens vers d'autres pages, soit des pages à l'intérieur du site, soit des pages à l'extérieur, ou des liens vers des encyclopédies libres et suffisamment crédibles. À l'intérieur même du texte, donc de la notice historiographique ou du texte de l'article, vous pouvez trouver aussi des liens, donc des hyperliens ou des liens, je ne m'en rappelle plus, des liens hypertextes, merci Jean-Luc, qui redirigent donc vers d'autres articles ou bien vers le glossaire d'acronymes ou vers des notices biographiques que l'on vous présentera par la suite. Là, en très peu de temps, sachant qu'on n'a pas encore lancé, mais on le fait ensemble ce soir, c'est une naissance, ce site internet. Le simple fait qu'il soit déjà publié sur Internet fait que, grâce au travail d'écriture de toute l'équipe, et grâce aux mots-clés et à la qualification des termes très précis, que les moteurs de recherche, notamment Google, a très bien référencé le site et notamment les articles. Donc, quelqu'un qui cherche des références sur cette période historique, par exemple sur la petite Espagne, sur ce lieu en l'occurrence, peut, en passant par Google, avoir dans les 3 premières réponses, normalement, un article de présentation et accéder à cette fiche. Donc, voilà, le travail éditorial amène aussi à des visites et amène, on l'espère, une participation au projet de la FACEF. Donc dans la colonne de droite, une carte est également disponible et permet de géolocaliser le lieu sur le territoire francilien. Donc chaque fiche aura sa carte et ça permet de situer très simplement et d'avoir bien sûr, là on est sur une fiche qui est un peu particulière puisqu'on décrit une zone, donc en fait on a simplement mis le code postal, mais on a bien sûr, sinon on va le voir avec d'autres fiches, l'adresse exacte, l'emplacement exact, voire les adresses, parce que parfois certains lieux ont déménagé. Donc ça permet à quelqu'un qui veut vérifier que c'est bien de celui-là dont il parle ou quelqu'un qui découvre ce lieu, de savoir quelle est aussi à la fois la période, mais à la fois les différents emplacements du lieu dont il s'agit. En dessous, un portfolio également présentant les photos donc, associées au lieu. Donc, diverses photos dont nous afficherons bientôt les crédits qui ne sont pas encore disponibles sur les photos et les légendes même du portfolio. Là, il s'agit d'un second travail dont on parlera tout à l'heure justement avec M. Jean-Luc Delon, un travail aussi d'archivage, mais aussi de nomenclature et aussi de travail sur les légendes, à savoir que chaque photo a bénéficié d'un travail d'écriture d'écriture et de réécriture plus précisément du titre, et on verra des crédits, de sorte à ce qu'on puisse, que ce soit par une recherche ou que ce soit par des outils de recherche ou l'association générique le sait bien par des mots-clés, accéder non pas uniquement au texte, mais accéder à la photo qui correspond à l'illustration d'une période, d'un sujet, d'une personne, et ou en l'occurrence d'un lieu.
Donc là, vous avez vu qu'il y a pour un silence tout seul, on peut l'arrêter. On a aussi placé, bien sûr, une photo à l'intérieur du texte, pour que le traité du texte est un peu visuel, qui, bien sûr, en cliquant dessus, se déclenche automatiquement. Ce portfolio est un portfolio uniquement d'images, donc il s'agit bien d'une galerie photo, tout simplement, réalisée toujours grâce à vos contributions. Sur d'autres articles, vous pouvez également avoir des documents, donc sous forme de documents PDF disponibles, donc des documents qui peuvent être de type documents administratifs, lettres et courriers relatifs aux lieux et articles présentés dans ce site. Donc sur cet article-là, malheureusement, il n'y en a pas, on ne peut pas vous le montrer. On va regarder d'autres pour les autres documents. Il peut y avoir également donc, les entretiens audiovisuels réalisés donc, avec les témoins de ces lieux, donc, qui sont présentés également dans la colonne de droite liée aux articles, ainsi que des notices biographiques ou des mots-clés associés au lieu. Donc là, par exemple, on a sur les mots-clés qui sont associés, qui sont des noms d'êtres humains, de personnes, associés